Faut-il encore présenter Albert Camus, le géant Albert Camus? Camus, philosophe de l'absurde et de la révolte. Camus, écrivain de L'étranger et de la peste. Camus, Nobel de littérature. Camus le pied noir, né en 1913 dans l'Algérie française. Camus, qui vécut toute son enfance le dénuement dans les quartiers pauvres d'Alger, orphelin de père, vivant avec une mère analphabète. Camus qui adorait le monde, ayant lui-même côtoyé la mort avec cette tuberculose qui faillit l'emporter prématurément. Camus, l'écrivain du soleil, un bon camarade qui pratiquait la joie, un grand séducteur aux innombrables conquêtes, un peu macho aussi, comme on l'est parfois en Méditerranée. Mais Camus le sentimental, qui restait toute sa vie un amoureux transi, incapable de quitter une femme qu'il avait aimée. Albert Camus donc, figure incontournable de notre XXe siècle, à jamais lié à Jean-Paul Sartre, son meilleur ennemi. La France s'est comme habituée à ces joutes d'intellectuels qui ne reviennent qu'une fois par siècle et qui marquent notre histoire. Nous avions Rousseau et Voltaire au XVIIIe, Proudhon et Marx au XIXe. Camus et Sartre emplissent le XXe siècle de leurs polémiques mémorables et de leurs divergences irréconciliables. Pourtant, l'histoire avait bien commencé entre eux. Ils s'admiraient mutuellement. Camus avait adoré la nausée de Sartre. Sartre ne tarissait pas d'éloges sur L'étranger de Camus. Un véritable coup de foudre amical entre ces deux mondes si éloignés, entre le bourgeois normalien et le petit-fils du peuple d'Alger. Deux amis, deux intellectuels, deux bons vivants, deux hommes de gauche engagés, figure inséparable du Saint-Germain-des-Prés de l'après-guerre. Tout marchait parfaitement jusqu'au début des années 50. Et puis, il eut la sortie de L'Homme révolté en 1951, et entre les deux, la rupture violente, aigre, définitive. Tout d'abord, qu'est-ce que signifie L'Homme révolté pour Camus? Il le définit dès le début de l'ouvrage. Écoutons-le. Qu'est-ce qu'un homme révolté? Un homme qui dit non. Mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui, dès son premier mouvement. Un esclave qui a reçu des ordres toute sa vie, juge soudain inacceptable un nouveau commandement. Quel est le contenu de ce non? Il signifie par exemple « les choses ont trop duré ». Jusque-là oui, au-delà non. Vous allez trop loin. Et encore, il y a une limite que vous ne dépasserez pas. En somme, ce non affirme l'existence d'une frontière. La révolte ne va pas sans le sentiment d'avoir soi-même en quelque façon et quelque part raison. C'est en cela que l'esclave révolté dit à la fois oui et non. Il affirme, en même temps que la frontière, tout ce qu'il soupçonne et veut préserver en deçà de cette frontière. Il démontre, avec entêtement, qu'il y a en lui quelque chose qui vaut la peine d'eux, qui demande qu'on y prenne garde. Il y a dans toute révolte une adhésion entière et instantanée de l'homme à une certaine part de lui-même. Voilà donc la définition de l'homme révolté. Je répète, un homme qui dit non, mais s'il refuse, il ne renonce pas. C'est aussi un homme qui dit oui dès son premier mouvement. Pour Camus, le non signifie de poser une frontière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Le oui signifie essentiellement l'affirmation de la dignité humaine. La révolte, c'est le refus de l'oppression et l'affirmation de sa propre valeur. La révolte camusienne n'est pas seulement une révolte d'un esclave contre son maître. Ce ne serait que cela, ce serait déjà beaucoup. Non, la révolte camusienne est aussi une révolte métaphysique, c'est-à-dire une révolte contre la condition humaine, contre l'absurde de la vie. Écoutons Camus encore. La révolte métaphysique est le mouvement par lequel un homme se dresse contre la condition, se dresse contre sa condition et la création tout entière. Elle est métaphysique parce qu'elle conteste les fins de l'homme et de la création. L'esclave proteste contre la condition qui lui est faite à l'intérieur de son état. Le révolté métaphysique contre la condition qui lui est faite en tant qu'homme. L'esclave rebelle affirme qu'il y a quelque chose en lui qui n'accepte pas la manière dont son maître le traite. Le révolté métaphysique se déclare frustré par la création. Ainsi, selon Camus, le révolté métaphysique est frustré par la création. C'est pourquoi il se dresse contre Dieu et contre tout principe d'ordre divin ou universel. Ce qui indigne le révolté, c'est l'injustice fondamentale, la souffrance dans la vie, l'absurdité dans la mort.
les questions existentielles le taraudent. Si Dieu existe, pourquoi tolère-t-il le mal? Si Dieu est bon, pourquoi autorise-t-il tant de souffrances? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi faut-il que les enfants meurent? Dans son livre, Camus examine plusieurs figures métaphysiques. Il parle de Prométhée, un titan de la mythologie grecque qui déroba le feu aux dieux de l'Olympe pour l'offrir aux hommes. Il parle également du marquis de Sade avec sa pensée macabre et ses romans de torture. Il parle de Dostoïevski et de son personnage révolté, Ivan Karamazov. Et il parle bien sûr de Nietzsche qui annonce la mort de Dieu. Au terme de son analyse, Camus pointe, pour le révolté, le piège mortel du nihilisme, où la négation de l'ordre divin se transforme en négation de toutes les valeurs. Si l'on y prend garde, la révolte métaphysique aboutit à cette impasse nihiliste par deux manières différentes, soit un oui total, soit un non définitif. Voyons ce qu'en dit Camus. Chaque fois qu'elle défie le refus total de ce qui est, le non absolu, la révolte tue. Chaque fois qu'elle accepte aveuglement ce qui est et qu'elle crie le oui absolu, la révolte tue. La haine du créateur peut tourner en haine de la création ou en amour exclusif et provoquant de ce qui est. Mais dans les deux cas, elle débouche sur le meurtre et perd le droit d'être appelée révolte. On peut être nihiliste de deux façons et à chaque fois par une intempérance d'absolu. Il y a apparemment les révoltés qui veulent mourir et ceux qui veulent faire mourir. Mais ce sont les mêmes, brûlés du désir de la vraie vie, frustrés de l'être et préférant l'injustice généralisée à une justice mutilée. À ce degré d'indignation, la raison devient fureur. Ce que veut dire Camus, c'est que lorsqu'on accepte totalement le monde, le oui absolu, on finit par devenir cynique. C'est-à-dire qu'on accepte toutes les injustices, puisque les injustices font partie du monde. Le cynique est celui qui ne cherche qu'à obtenir la meilleure place possible dans la société sans se soucier des autres. À l'inverse, lorsqu'on refuse totalement le monde, le non absolu, comme on ne supporte pas ces injustices, alors on se met à tout détruire, à tuer tout le monde, par une sorte de rage démesurée, comme si on voulait tout effacer et tout recommencer. C'est une position maximaliste, ou bien la justice pour tout le monde, ou bien la justice pour personne. Ainsi, pour le philosophe, la seule manière correcte d'être au monde consiste à rester dans un balancement entre l'acceptation cynique du monde et le refus rageur de son injustice, c'est-à-dire rester dans cette tension surhumaine, fondamentalement inconfortable. Comme Sisyphe poussait son rocher sans jamais s'arrêter, il ne peut exister aucun repos pour le révolté, qui oscille sans cesse entre les deux extrémités du oui et du non. La philosophie de Camus est d'une exigence folle et démesurée. La révolte historique est la suite logique de la révolte métaphysique. Celle-ci est la volonté de créer l'empire des hommes après avoir abattu l'empire de Dieu. Par quelque bout qu'on le prenne, le résultat de la révolte métaphysique est de vouloir se détourner de la grâce divine pour construire la justice sur terre. Citons Camus. Désespérant de leur immortalité, assurés de leur condamnation, les victimes ont décidé le meurtre de Dieu. De ce moment, l'homme décide de s'exclure de la grâce et de vivre par ses propres moyens. Le progrès a consisté à élargir de plus en plus le lieu clos où, selon sa propre règle, régnait farouchement l'homme sans Dieu. On a poussé de plus en plus les frontières du camp retranché face à la divinité, jusqu'à faire de l'univers entier une forteresse contre le Dieu déchu et exilé. L'état de siège peu à peu se généralise. La revendication de liberté veut s'étendre à tous. Il faut bâtir alors le seul royaume qui s'oppose à celui de la grâce, celui de la justice, et réunir enfin la communauté humaine sur les débris de la communauté divine. Tuer Dieu et bâtir une église, c'est le mouvement constant et contradictoire de la révolte. Cet effort convulsé vers l'empire du monde et vers la règle universelle. Il nous faut l'aborder maintenant. Nous sommes arrivés à ce moment où la révolte, rejetant toute servitude, vise à annexer la création entière. Pour Camus, la révolte quitte donc le champ de la conscience individuelle pour entrer dans le monde matériel. Il s'agit en somme de passer à l'action, de changer le monde, de faire la révolution. Camus analyse dans son œuvre la Révolution française et la Révolution russe.
Mais bien vite, il montre comment la révolte initiale, motivée par des idéaux de justice, se transforme alors en tyrannie. Le schéma est toujours le même, tant pour la Révolution française que pour la Révolution russe. À chaque fois, les idéaux d'origine sont trahis au nom de l'efficacité, au nom du résultat à obtenir. Camus montre que la Révolution, lorsqu'elle cherche à imposer une idéologie ou un système global, trahit la révolte originelle, qui est toujours un mouvement d'affirmation de la dignité humaine. En voulant créer un ordre parfait, les révolutions finissent par imposer la terreur et l'oppression. C'est que les révolutions pensent que la fin justifie les moyens. Les régimes totalitaires justifient tous leurs crimes au nom d'un avenir meilleur. Toutes les souffrances subies, tout le sang versé sera payé à la fin d'un bonheur universel et définitif. Il faut détruire sans pitié tous ceux qui s'opposent à la révolution jusqu'à ce que la parousie n'advienne. La fin justifie les moyens. Voilà le leitmotiv et l'horreur de toutes les révolutions. La dignité présente est écrasée au nom d'un hypothétique paradis à venir. Citons encore Camus, parlant de la prophétie marxiste. S'il est sûr que le royaume arrivera, qu'importe les années, la souffrance n'est jamais provisoire pour celui qui ne croit pas à l'avenir. Mes 100 années de douleur sont fugitives au regard de celui qui affirme pour la 101e année la cité définitive. Dans la perspective de la prophétie, rien n'importe. De toute manière, la classe bourgeoise disparut. Le prolétariat établit le règne de l'homme universel au sommet de la production, par la logique même du développement productif. Qu'importe que cela soit par la dictature et la violence. Dans cette Jérusalem bruissante de machines merveilleuses, qui se souviendra encore du cri de l'égorgé? L'âge d'or, renvoyé au bout de l'histoire, justifie tout. On voit bien dans ce passage l'opposition irréductible entre les deux visions. Celui qui vit dans l'instant considère que la souffrance est intolérable. Celui qui croit en la prophétie justifie tous les crimes présents au nom d'un bonheur futur. Dans cette Jérusalem bruissante de machines merveilleuses, qui se souviendra encore du cri de l'égorgé? La question des moyens est fondamentalement ce qui distingue la révolte de la révolution. Citons Camus encore. Quand la fin est absolue, c'est-à-dire historiquement parlant, quand on la croit certaine, on peut aller jusqu'à sacrifier les autres. Quand elle ne l'est pas, on ne peut sacrifier que soi-même dans l'enjeu d'une lutte pour la dignité commune. La fin justifie les moyens, cela est possible. Mais qui justifiera la fin? À cette question que la pensée historique laisse pendante, la révolte répond « les moyens ». Camus précise ensuite sa pensée. Pour lui, le meurtre, tache indélébile, est la limite entre la révolte saine et la révolution nihiliste. Je cite. « En logique, on doit répondre que le meurtre et révolte sont contradictoires. Qu'un seul maître soit en effet tué et le révolté, d'une certaine manière, n'est plus autorisé à dire la communauté des hommes dont il tirait pourtant sa justification. Si ce monde n'a pas de sens supérieur, si l'homme n'a que l'homme pour répondant, il suffit qu'un homme retranche un seul être de la société des vivants pour s'en exclure lui-même. Lorsque Caïn tue Abel, il fuit dans les déserts. » Effectivement, les révolutions n'ont pas lésiné sur les massacres. La terreur de la Révolution française a semé des têtes coupées par milliers, la terreur bolchevique et la Shoah nazie ont exterminé par millions. Ces révolutionnaires qui ont commis ces crimes en France, en Russie, en Allemagne ne peuvent plus se réclamer d'être révoltés. Puisqu'ils ont tué, ils ne peuvent plus prétendre à ce titre, peu importe qu'ils essaient de le justifier par un bonheur futur. Je cite. « Les révoltés décidés à passer par la violence et le meurtre ont beau, pour garder l'espoir d'être, remplacer le « nous sommes » par le « nous serons ». Quand le meurtrier et la victime auront disparu, la communauté se refera sans eux. L'exception aura vécu, la règle redeviendra possible. Et pour Camus, si les circonstances malheureuses font que le meurtre advient tout de même, celui-ci ne peut l'être que par accident. Je cite. « Au niveau de l'histoire, comme dans la vie individuelle, le meurtre est ainsi une exception désespérée où il n'est rien. L'effraction qu'il effectue dans l'ordre des choses est sans lendemain. Il est insolite et ne peut donc être utilisé ni systématique, comme le veut l'attitude purement historique. » Pour Camus, le révolté qui, par malheur, aurait commis un meurtre dans une circonstance exceptionnelle, ne pourrait se racheter qu'en se sacrifiant lui-même. Je cite encore,
Le révolté n'a qu'une manière de se réconcilier avec son acte meurtrier, s'il s'y est laissé porter. Accepter sa propre mort et le sacrifice. Il tue et meurt pour qu'il soit clair que le meurtre est impossible. Il montre alors qu'il préfère en réalité le « nous sommes » au « nous serons ». Le bonheur tranquille de Kaliaïev dans sa prison, la sérénité de Saint-Just marchant vers l'échafaud sont à leur tour expliqués. Au-delà de cette extrême frontière commence la contradiction et le nihilisme. On voit donc que la révolution s'autorise la liberté absolue, donc la liberté de tuer. La révolte n'accepte qu'une liberté relative qui considère comme égale à soi la dignité de l'autre. La révolte camusienne est essentiellement une pensée des limites. À présent, retournons à la question d'origine. Camus est-il un antidote au fascisme islamique? Je parle de fascisme islamique car l'islamisme est un fascisme. Au XXe siècle, il n'y a pas eu 2 totalitarismes comme on le croit souvent, mais il y en a eu 3, dont un est encore actif. Les 2 premiers ont été éradiqués pour l'essentiel. Il ne reste que la Corée du Nord, dernier bastion branlant du délire communiste, de cette horreur concentrationnaire qui aura corrompu tout le XXe siècle. Quant au 3e totalitarisme, il est encore parfaitement vivant pour notre plus grand malheur. Il se nomme islamisme. Depuis des décennies, il gangrène les territoires musulmans. Il prolifère en Occident hors de son aire naturelle. Il nécrose partout où on le laisse s'implanter. Dans notre esprit occidental, le fascisme fait office de mal absolu. Le nazisme a remplacé l'enfer. Hitler trône à la place du diable. C'est pour cette principale raison que je nomme fascisme les 3 totalitarismes, pour bien montrer qu'ils sont tous les 3 un péril mortel. Pour bien fixer dans notre esprit occidental qu'il y a une égalité dans l'horreur de ces 3 idéologies barbares. C'est donc d'une manière tout à fait consciente et volontaire que je m'éloigne de la définition purement académique qui brouille le cœur plus qu'elle n'éclaire l'esprit. Je revendique d'utiliser la charge émotionnelle du mot fascisme pour pointer l'horreur de l'islamisme. Il y a donc le premier fascisme, le fascisme brun, celui du nazisme et de la Shoah. Il y a le 2e fascisme, le fascisme rouge, celui du communisme et des goulags. Il y a le 3e fascisme, le fascisme vert, celui du djihad et des massacres. Brun, rouge, vert, peu importe la couleur, il faut les combattre tous les 3 avec la même force et le même dégoût. Il est temps aujourd'hui d'accepter ce fait évident qu'on feint encore d'ignorer par peur, paresse ou ignorance. Il est temps de poser les mots sur ce que tout le monde pressent, mais que trop peu expriment. Oui, l'islamisme est bien un fascisme. L'islamisme est un totalitarisme qui emprunte certains aspects aux 2 premiers, mais s'en détache par d'autres. Et c'est parce qu'il est différent que l'on a mis tant de temps à s'en rendre compte. Le mot de Charles Péguy est bien de circonstance. Il faut toujours dire ce que l'on voit, et surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Effectivement, il a été très difficile de voir que l'islamisme est un fascisme. Alors bien sûr, il faut lever l'ambiguïté tout de suite. Bien évidemment que tous les musulmans ne sont pas islamistes, loin de là. Bien évidemment que l'écrasante majorité des musulmans sont des gens pacifiques, affables, paisibles. Des gens normaux en somme, avec des préoccupations modestes. De la même manière que l'écrasante majorité des Allemands n'étaient pas des nazis, non plus que l'écrasante majorité des Italiens n'étaient pas des fascistes, ou bien encore que l'écrasante majorité des Russes n'étaient pas communistes. Le but de cette vidéo n'est pas de détailler de manière exhaustive en quoi l'islamisme est un fascisme, ce qui ferait l'objet d'autres analyses. On se contentera ici d'évoquer quelques grandes lignes. D'abord, l'humiliation. Tout comme l'Allemagne des années 30 était humiliée après la Première Guerre mondiale, une partie du monde musulman se sent humiliée depuis la chute de l'Empire ottoman en 1924, chute qui coïncide avec la naissance du mouvement fasciste des frères musulmans en 1928. Ensuite, le culte de la tradition. Tout comme l'Italie fasciste ou l'Allemagne nazie, le fascisme islamique vit dans la nostalgie d'un passé mythifié lorsque les empires musulmans étaient de grandes puissances mondiales. Bien sûr, l'antisémitisme forcené. Hier, l'Allemagne nazie, qui aura programmé l'extermination industrielle des Juifs. Aujourd'hui, l'antisémitisme le plus vivace et le plus abject est sans conteste l'antisémitisme musulman, ravivé sans cesse par la haine d'Israël. Enfin, la volonté de conquête universelle.
Tout comme les communistes hier voulaient imposer dans le monde entier la dictature du prolétariat, les islamistes d'aujourd'hui n'ont de cesse que de vouloir soumettre la planète entière à leur idéologie moyenâgeuse. Il faut bien comprendre que les islamistes ne s'arrêteront jamais tant que la planète entière ne sera pas convertie à l'islam. Pour ces fanatiques, tous les hommes doivent se soumettre aux dieux musulmans ou bien périr. En somme, ils nous disent « Allah ou le cercueil ». Maintenant, en quoi le Camus révolté peut nous aider à lutter contre ce fascisme islamique ? Tout d'abord, il faut comprendre que les islamistes se nourrissent des humiliations que ressentent un certain nombre de musulmans. Il est primordial de bien saisir ce point si l'on veut comprendre les racines de l'islamisme. Il y a un fort ressentiment qui persiste, une fierté blessée, un honneur piqué au vif. D'abord la chute de l'Empire ottoman dont nous avons parlé, puis la colonisation des Britanniques et des Français, humiliation supplémentaire qui n'est pas encore tout à fait digérée. Et puis il y a l'État d'Israël, minuscule pays, encerclé, qui résiste avec force à tous les pays musulmans qui l'ont un jour agressé, et qui de surcroît inflige des défaites monumentales, pour ne pas dire des branlées mémorables, à tous ceux qui s'attaquent à lui. La dernière en date étant bien sûr la défaite ahurissante du Hezbollah avec l'affaire des beepers. Il faut ajouter à cela la légitime colère des musulmans face à l'interventionnisme agressif des Occidentaux en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, ces armées occidentales qui dévastèrent à chaque fois les pays dans lesquels elles intervinrent, provoquant au passage la mort de milliers, de centaines de milliers d'innocents. Ces ingérences occidentales ont fait monter un sentiment d'injustice et de colère, parfois une volonté de revanche. Enfin, dans les pays occidentaux, il ne faut pas oublier que l'immigration musulmane occupe très souvent les postes les plus bas dans la hiérarchie sociale. C'est un point qu'il faut accorder à la gauche. Le prolétariat en Occident, en France, est très fortement composé de l'immigration d'Afrique du Nord, d'où un sentiment de relégation et d'humiliation qui est un carburant supplémentaire pour l'islamisme. Un certain nombre de musulmans trouvent alors un refuge dans cet islamisme qui flatte leur orgueil blessé et les enferme dans leur ressentiment. Dans un premier mouvement camusien, le révolté c'est celui qui dit non à la domination, à l'exploitation d'où qu'elle vienne. Dans ce premier mouvement, on comprend et on accepte la colère de ces musulmans qui se sentent dominés, exclus ou méprisés. Pour autant, dans le second mouvement camusien, l'attitude du révolté face à l'oppresseur ne doit pas être le ressentiment qui excuse tout. Le révolté, quoi qu'il se révolte, met des limites à son action. Limites que ne met pas le révolutionnaire. Or, les islamistes ne sont absolument pas des révoltés. Ils sont des révolutionnaires dans le sens camusien du terme. Partant d'un légitime sentiment de révolte, ils l'oublient au passage et se vautrent dans leur passion triste. Ils sont révolutionnaires car ils ne mettent aucune limite à leur action. Ils vont jusqu'au meurtre terroriste pour soumettre les autres. La révolution islamiste est une révolution de terreur, comme le fut la terreur de Robespierre ou la terreur des bolcheviks. Elle n'est pas une violence qui libère, elle est une violence qui soumet et qui extermine. Pour un islamiste, la fin justifie toujours les moyens. On peut tuer, torturer, violer, massacrer, peu importe, pourvu que l'islam gagne à la fin. Il faut imposer le règne d'Allah à tous, de gré ou de force, et de force plus souvent qu'à son tour. Et à la fin, lorsque toute la planète sera convertie, alors les hommes connaîtront la paix d'Allah, la paix dans la soumission. Voilà tout le programme des islamistes. Pour preuve, il suffit de regarder les dictatures islamistes à travers le monde qui sont toujours des prisons à ciel ouvert. Il s'agit de l'Iran, de l'Afghanistan, de Gaza, du Soudan. Ils montrent tous les jours que l'islamisme est un régime de terreur, une révolution qui s'abreuve du sang des égorgés. Avec Camus, il faut dire et redire que la fin ne justifie jamais les moyens. Que la révolte des Gazaouis ne justifie pas le massacre des Juifs en Israël. Que la révolte contre l'Amérique ne justifie pas l'oppression des femmes en Iran. Que la révolte contre la domination occidentale ne justifie pas les massacres terroristes. Non plus qu'elle ne justifie la persécution des chrétiens et de tous ceux que les islamistes nomment mécréants. Celui qui ne se soumet pas est tué. Celui qui ne se convertit pas est tué. Celui qui refuse les préceptes islamistes est tué. Le rêve islamique est un rêve de domination totale, exclusif et barbare. Encore une fois, ce qui distingue fondamentalement le révolté du révolutionnaire, c'est la barrière du meurtre. Le révolté se refuse catégoriquement au meurtre car il considère l'autre comme lui-même, dans une égale dignité, quand bien même l'autre est celui qui le domine provisoirement.
La révolte est collective, car la liberté que l'on veut pour soi, on ne peut en priver l'autre. Si Camus vivait encore, il aurait sans doute pris la plume contre le fascisme islamique. Il aurait sans doute pris la plume contre tous les collabos qui soutiennent ce fascisme islamique, au nom d'une soi-disant islamophobie ou d'un antiracisme dévoyé. Bien sûr, il est toujours hasardeux de faire parler les morts, mais il est probable que si Camus vivait en notre temps, il serait attaqué par cette gauche débarbelée, cette gauche du ressentiment qui glorifie Robespierre et se repaît du sang au nom de la justice. Les descendants de ceux qui défendaient le goulag défendent aujourd'hui le djihad meurtrier. La gauche qui traîna Camus dans la boue salirait un Camus du XXIe siècle, le traitant du sobriquet, aussi ridicule qu'infamant, d'extrême droite. Cette gauche collabo, qui défend les fascistes du Hamas, n'a toujours rien compris à la révolte. Au nom d'un humanisme dévoyé, elle défend les pires atrocités. Au nom de la justice, elle justifie tout, même la pire des injustices. Aujourd'hui comme hier, la révolte camusienne est la seule position réellement humaniste, la seule boussole qui ne soit pas détraquée. Il faut toujours résister, mais il ne faut jamais sombrer dans le nihilisme destructeur. Aujourd'hui comme hier, Camus a raison, et Camus aura toujours raison contre tous les barbares, contre tous les lâches et contre tous les imbéciles. Voyons maintenant un peu le style de Camus. L'homme révolté est un livre à la fois d'une grande clarté et d'une grande rigueur. Il utilise des mots simples pour parler de concepts complexes. Camus ne s'adresse pas à un public d'initiés. Il évite le jargon académique pour se faire comprendre du plus grand nombre. Néanmoins, en tant qu'il est une œuvre philosophique, l'homme révolté présente parfois quelques difficultés. Malgré la volonté de Camus d'en faire une œuvre accessible, certains passages demeurent hermétiques, même si dans l'ensemble l'œuvre est tout à fait accessible, pour peu qu'on prenne le temps de la lire et de la méditer. Ensuite, il y a chez Camus un penchant moraliste évident. Camus, ce n'est pas une froide analyse ou de cyniques conclusions. Camus constate, mais il s'engage. Camus regarde la vérité, mais il s'enflamme. Son style s'en ressent. Certains ont pu déplorer le moraliste. Je trouve au contraire que cela donne du relief à l'ouvrage. Un langage prescriptif, impératif, appelant à la responsabilité morale, qui remue les tripes de quiconque s'y plonge sérieusement. Par ailleurs, on sent le poète derrière le philosophe. Lorsqu'il évoque les questions existentielles, Camus use d'un lyrisme contenu. Il transmet le sentiment tragique de la condition humaine. L'absurde n'est jamais bien loin de la révolte. Les phrases sont ciselées. Il y a une recherche de beauté du langage. Camus use de la dialectique. Il met face à face des idées contradictoires pour créer un contraste et engager un mouvement de pensée. Le poète, le romancier déborde du philosophe. Quelquefois Camus use de métaphores, d'images concrètes où la prose s'approche de la poésie. Les images créées fixent l'esprit autant qu'ils exaltent les sentiments. Avec Camus, l'art n'est jamais bien loin. Dans L'homme révolté, les philosophes côtoient toujours les artistes. Ils parlent de Dostoïevski, ils parlent de Prométhée, il analyse les liens entre la révolte et l'art. Camus n'est pas un pur philosophe, il est à la croisée des chemins. Chez lui, beauté et philosophie s'entremêlent toujours. L'homme révolté, c'est un triple mélange, des phrases simples, belles et profondes. Quelquefois Camus trébuche, mais souvent il réussit. Pour ma part, je trouve que c'est un livre exceptionnel. À un bémol près peut-être. Je pense qu'il eût été parfait si Camus avait dégrossi encore son ouvrage pour ne garder que la masse maigre. En résumé, L'homme révolté, c'est un style à la fois rigoureux et accessible, oscillant entre prose claire et lyrisme philosophique. La dialectique montre la tension entre l'absurde et la révolte. Elle expose la nécessité d'une pensée de la mesure. Cette pensée de midi n'est pas chez Camus une espèce de compromis informe, mais plutôt l'exigence folle d'une éthique intransigeante. Une fois de plus, Camus nous montre qu'il est un grand styliste. Il travaille toujours autant le fond que la forme et cherche une congruence entre ce fond et cette forme. Une pensée puissante et engagée n'est jamais mieux servie que par un beau style. En conclusion, Camus c'est l'art de la pensée au service de l'engagement. L'homme révolté est d'une actualité perpétuelle. C'est un antidote puissant à toutes les tentations fascistes qui oppressent les hommes au nom du bien commun. Quelle que soit l'injustice qui est faite, l'homme révolté ne s'autorise pas tout, à l'inverse du révolutionnaire qui se vautre dans la démesure. Cette philosophie pourrait en somme se résumer en une phrase.
que Camus tenait de son père. Un homme, ça s'empêche. L'homme révolté est bien entendu édité par la famille Gallimard dont Camus fut un intime. Puisque le livre est un classique, vous le trouverez facilement à peu près partout. Mon édition est un format poche de la collection Folio Essai. De mon côté, j'ai publié un livre qui développe une théorie pratique pour obtenir le meilleur partage possible des richesses et du pouvoir dans le monde économique. Le livre s'intitule « L'économie libertaire, essai d'utopie fraternelle », publié aux éditions Libri Nova. Il s'agit de promouvoir un système qui dépasse le capitalisme sans violence et sans révolution. L'économie libertaire, c'est un monde où le salariat est aboli au profit d'une démocratie économique généralisée. Merci à vous.